Bonjour à tous. Merci tout d'abord à Encore de nous avoir proposé de participer à cette belle journée. Donc moi, effectivement, je suis Sarah, je suis la chargée de mission de la Corpalif. La Corpalif, c'est la coordination régionale des soins palliatifs en Île-de-France. Et donc je suis accompagnée du docteur Julia Revny, qui est la présidente de la Corpalif, mais qui est aussi chef de service de l'équipe mobile de soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier. Donc d'abord, je vais vous présenter l'association pour voilà, que vous puissiez nous connaître. Ensuite, on vous parlera des ressources régionales en soins palliatifs et on finira par évoquer peut-être quelques pistes de collaboration qui pourraient naître suite à cette intervention. Donc effectivement, la Corpalif, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 2000, je crois, et qui a connu une évolution il y a maintenant presque 3 ans, puisqu'elle a été financée depuis par l'Agence régionale de santé Île-de-France, avec une mission, celle d'améliorer les parcours de patients relevant de soins palliatifs. Donc ce financement en fait permet d'avoir 2 salariés dans la structure, donc moi en tant que chargée de mission et ma collègue Lynn Silov qui est infirmière coordinatrice. Donc l'association a 3 objectifs. D'abord c'est d'assurer l'interface régionale entre les acteurs de soins palliatifs et les tutelles, donc l'agence régionale de santé principalement, mais on va aussi pouvoir échanger avec des instances nationales. Nous, ça va être la SFAP, la Société française de santé publique, de soins palliatifs, pardon, et le Centre national aussi de soins palliatifs et de la fin de vie. Euh, on va donc participer au développement territorial équitable des soins palliatifs en Île-de-France. Et enfin, on va essayer d'améliorer l'articulation entre les différents secteurs. Donc les soins palliatifs, bien sûr, dans les établissements de santé à l'hôpital, mais aussi au domicile. Donc pour réaliser ces objectifs, on développe des missions. Donc d'abord de fédérer les acteurs de soins palliatifs. Donc on vous en parlera un peu plus tard, mais on essaye en fait sur chaque département de réunir les professionnels donc, qui sont dans plusieurs structures qu'on va vous présenter également. Améliorer bien sûr l'offre de soins et surtout la visibilité parce que les soins palliatifs ne sont pas forcément très bien connus et leur organisation encore moins. On va contribuer à l'amélioration des parcours patients puisque justement ces parcours sont pas toujours très bien identifiés et quand en plus ces parcours sont ponctués d'étapes entre des établissements de santé et du domicile, ça rajoute évidemment de la complexité. Et enfin, on a beaucoup d'actions qui concernent l'information. L'information qu'on diffuse déjà, nous, aux acteurs de soins palliatifs, l'information qu'on va diffuser aux autres professionnels de santé, et bien sûr l'information qu'on diffuse au grand public. Donc on a plusieurs canaux, donc on va pouvoir reparler. Donc je laisse Julia présenter les soins palliatifs. On ne va pas rester dans quelque chose qui est extrêmement scolaire sur la présentation des soins palliatifs parce qu'il y a autant de façons de faire du soin palliatif que de médecins de soins palliatifs ou des infirmières de soins palliatifs. Et je dirais même plus que autant d'oncologues et des infirmières d'oncologie. Il n'y a pas un site qui ressemble à un autre. Personnellement, je travaille dans une équipe mobile de soins palliatifs qui est intra-hospitalière mais qui est multisite. Je suis affiliée à la maison médicale Jeanne Garnier, mais j'interviens dans du privé à but lucratif, dans du privé à but non lucratif, dans des services où il y a de l'oncogériatrie, dans des services où il y a de l'oncologie pure. Et à chaque fois, il y a quand même quelque chose de très particulier qui se noue et qui tourne autour des questions, y compris que vous aviez posées ce matin, quel type de collaboration, est-ce que c'est du soin de support, est-ce que c'est du soin palliatif. Je pense que avec les nouvelles générations de médecins oncologues, de radiothérapeutes, de chirurgiens, de médecins d'organes, nous avons, y compris de médecins de soins palliatifs, nous avons commencé à sortir de ce dogme-là qui est un soin palliatif. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y a pas de transfusion. On n'appelle pas le SAMU, on ne met pas de voie veineuse. En soins palliatifs, il faut annoncer avec parfois beaucoup de fracas ou de violence que le malade est en soins palliatifs. Donc, nous avons un peu changé la façon de faire de telle manière à ce que chacun s'y retrouve.
patients, mais aussi oncologues, hématologistes, etc. Une des choses qui nous paraissent quand même assez essentielles, c'est que cette collaboration avec les services d'oncologie se font en règle générale de plus en plus précocement, et ce, y compris pour un malade qui est toujours sous chimiothérapie, hormonothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée et d'autres traitements. Donc, on intervient relativement tôt, et ceci nous a amené à avoir des pratiques personnellement n'existaient pas il y a 20 ans quand j'ai commencé dans le métier. C'est que la consultation de soins palliatifs n'existait pas. Or, actuellement, il y a de plus en plus d'oncologistes qui nous disent j'ai vu quelqu'un qui est très symptomatique, qui est très douloureux, est-ce que tu peux le recevoir en consultation? L'exercice même de se dire qu'on a une consultation de soins palliatifs, c'est pas quelque chose qui est très intuitif, et ça n'existait pas il y a quelques années. L'hôpital de jour de soins palliatifs, l'accueil de jour à un soin palliatif sont autant de possibilités de rencontre autour d'un malade qui est simplement symptomatique, pas bien contrôlé, et qui aurait besoin parfois, de manière très fine, très discrète, de l'intervention d'un médecin qui va donner un conseil sur la douleur, les nausées ou que sais-je. Comment c'est vraiment dans une sorte de partenariat qui est de plus en plus assis, de plus en plus naturel. C'est très important de savoir qu'auparavant, moi j'ai connu des collègues de soins palliatifs qui refusaient d'aller au chevet du malade s'il n'était pas présenté en tant que tel. Équipe mobile de soins palliatifs. J'ai des jeunes médecins qui sont des médecins d'organes qui me disent « Écoute, le malade, il est vraiment complètement fracassé par ce qui lui arrive, on s'en sort pas, il a fait déjà 3 séjours en réanimation, il est jeune, il veut s'accrocher, il veut combattre. Est-ce que tu peux uniquement accepter à ce que on dise que tu es l'équipe mobile de soins de confort ?» La réponse est oui. On n'est pas là pour annoncer les choses à tout prix, on n'est pas là pour faire violence aux malades, et réfléchissons tous ensemble, si vous voulez bien, quand quelqu'un vous dit je viens vous voir Madame Dupont et je suis le médecin de soins palliatifs, même si aucune annonce n'a pas été faite auparavant, ça vaut déjà annonce. Donc je pense que c'est cette façon-là un peu ouverte, non dogmatique, en évitant un peu tout ce qui est les positions campées, un peu intégristes, ça permet dans la collaboration avec l'oncologue d'asseoir quelque chose qui est vraiment une collaboration à la carte. Et c'est un mot que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises, que ce soit pour l'activité physique, que ce soit pour la pédiatrie. Par qui, globalement, c'est une équipe interdisciplinaire. C'est très important ce côté interdisciplinarité parce que nous avons vraiment le regard qui est tout à fait spécifique de quelqu'un qui est psychologue ou de quelqu'un qui est infirmière ou de quelqu'un qui est aide-soignante. Et très souvent, même si on fait l'entretien à 2 ou à 3, on n'a pas perçu les mêmes choses, on n'a pas ressenti les mêmes choses, on n'a pas retenu les mêmes choses. Ce qui permet à la fin de mettre en commun cette expérience de rencontre et d'aller au plus près de ce que le malade ou l'entourage ont essayé de nous dire. Nous intervenons, les acteurs de soins palliatifs interviennent soit dans du sanitaire, ça peut être un service de neurologie, ça peut être un service de dialyse, comme de services de médecine interne, de pneumologie ou d'oncologie, mais aussi dans le médico-social. Nos collègues qui sont dans les réseaux de soins palliatifs interviennent y compris dans des masses, dans des maisons d'accueil spécialisées, dans des foyers d'accueil, dans des EHPAD et au domicile du patient. L'objectif ultime, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de ce malade et vraiment de se poser une question qui est toujours bonne à poser. Est-ce qu'on est dans une stratégie qui est proportionnée ou disproportionnée? Très souvent, dans la médecine qui était faite hier, nous étions dans des logiques qui étaient très paternalistes, où le médecin décidait et le malade n'avait pas voix au chapitre. De nos jours,
nous sommes tout à fait en capacité, en mesure, d'entendre quelqu'un qui dit, écoutez, moi j'ai beaucoup donné, je suis allé du point A au point Z, et j'ai pas envie d'aller au-delà, donc j'ai une lassitude vis-à-vis de la chimiothérapie, je ne crois plus aux rayons, j'ai mal subi la dernière chirurgie, est-ce que on peut envisager d'arrêter ces traitements-là? Et souvent, il y avait une fin de non-recevoir depuis quelque temps, et surtout depuis l'avènement de la loi Claes-Leonetti, nous arrivons à entendre les arguments du malade. Ça signifie pas complètement qu'il n'y aura pas de discussion, de dialogue, parfois même de négociation, mais il y a quand même quelque chose qui va dans les deux sens. Le médecin écoute le malade et le malade écoute ce qu'il a à lui dire son médecin. C'est quand même une petite lapalissade où est-ce qu'on prodigue les soins palliatifs. Les unités de soins palliatifs, je dirais que c'est vraiment ce qui vient tout au bout de la chaîne. Ce sont des unités d'hospitalisation MCO, donc plutôt aiguës, plutôt avec des délais relativement courts. Comme le docteur Leriguet l'a dit tout à l'heure, il y avait quand même la capacité d'avoir davantage de soignants pour un malade, ce qui permet une certaine, on va dire, déploiement d'un soin particulier sur le nursing, sur la toilette, sur l'alimentation, sur les rythmes naturels des malades. Des équipes mobiles de soins palliatifs qui essayent de répondre à beaucoup d'établissements hospitaliers pour à la fois soulager des symptômes, aider à collaborer avec les hospitalisations à domicile, avec des infirmières libérales, essayer d'échanger autour de situations qui éthiquement peuvent être compliquées. Les lits identifiés en soins palliatifs, je n'ai pas tellement de grosse expérience parce que, y compris pour moi qui suis médecin en équipe mobile de soins palliatifs, on n'arrive plus avec le codage, le centralisé, la PMSI, on n'arrive même plus à dire si tel malade il est couché sur un lit identifié de soins palliatifs ou non. C'est une histoire qui se joue à la fin. C'est finalement les DIM, les teams qui, à la fin du séjour, ils disent bon, il était sur un lit identifié de soins palliatifs. Et pour sortir un peu de la langue de bois, je m'ouvre à vous en vous disant que c'est pas normal à ce que ça se passe ainsi, parce que sur un lit identifié de soins palliatifs, on devrait avoir une augmentation du temps infirmier, aide-soignant à hauteur de 30% de plus de renforcement. Et je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on puisse affirmer que sur un lit identifié de soins palliatifs, dans tel ou tel hôpital, il y a cette valeur ajoutée. Les réseaux de santé sont aujourd'hui dans une refonte. Les réseaux de santé évoluent soit vers l'expertise, la coordination, vers une affiliation, vers les dispositifs d'accueil et de coordination, vers les DAC, soit il y en aura quelques-uns qui vont emboîter le pas de l'effection de soins. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer en Île-de-France, mais ce sont des réels partenaires avec lesquels on travaille au quotidien et qui ont une bonne connaissance du malade, qui se déplacent à domicile, qui font du lien sur le parcours de santé entre les oncologues, les hématos, les radiothérapeutes. Vraiment, c'est une référence lourde pour les malades qui sont inclus et qui savent qu'ils peuvent solliciter les réseaux à tout moment. Et les services d'hospitalisation à domicile qui aujourd'hui sont vraiment les effecteurs principaux de soins. Nous sommes, en termes de politique de santé, vers quelque chose qui va tendre à aller vers l'ambulatoire. Les objectifs qui sont donnés aux HAD semblent assez ambitieux, avec y compris l'idée de doubler le nombre de prises en charge à domicile sur les 3 à 5 prochaines années. Donc pour vous donner quelques données sur ces structures, donc en Île-de-France, vous avez 28 USP, donc unités de soins palliatifs, 73 équipes mobiles, 747 lits identifiés, donc qui sont en fait répartis dans près de 90 établissements. À ce jour, il y a 23 réseaux de santé ou équipes qui sont effectivement en cours d'intégration dans des dispositifs d'appui à la coordination.
et des services d'HAD, donc prenant en charge des situations palliatives. Alors je crois qu'il doit y avoir une quinzaine en Île-de-France, et c'est pas vraiment ces 10 services qui prennent en charge des situations palliatives. Effectivement, pour les soins palliatifs pédiatriques, on en a un petit peu parlé, donc Palipède, l'équipe régionale ressources en soins palliatifs pédiatriques, et également, on en a assez peu parlé, des associations de bénévoles d'accompagnement, donc il y en a 8 en Île-de-France, et qui ont un rôle très important dans les soins palliatifs. Donc toutes ces données-là, tout cet annuaire, vous pouvez le retrouver à la fois sur le petit livret qui vous a été mis dans vos pochettes, qui est un livret qui a été élaboré par le Fonds pour les soins palliatifs et que vous retrouvez aussi en ligne. Et je vous invite bien sûr, quand vous cherchez des structures, c'est aller sur notre site internet puisque les données sont actualisées. Le petit livret a été livré il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc évidemment les coordonnées évoluant. Je vous invite à aller sur le site où c'est directement actualisé. Alors, tout à l'heure, j'ai brièvement parlé donc de la Corpalif et de l'association et de notre action dans la fédération des acteurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre conseil d'administration, il est composé d'un peu plus de 25 membres. Et en fait, il a la particularité de représenter à la fois les structures de soins palliatifs, donc toutes celles qu'on a vues, SP, Equimobile, etc., et aussi les départements. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'est que notre conseil d'administration, il puisse regrouper des professionnels qui venaient à la fois de Paris, mais aussi de Seine-et-Marne, enfin voilà, de toute la région. Et grâce à ces professionnels du terrain, chaque département ayant ses spécificités, on a monté depuis un peu plus d'1 an, presque 2 ans, des antennes départementales de la Corpalif. Donc en fait, on a régulièrement, alors un petit peu moins ces derniers mois, mais on a régulièrement des réunions sur chaque département avec tous les acteurs des soins palliatifs. Alors pour l'instant, ça a été des rencontres et plutôt des moments d'échange qui ont permis aussi de pointer quelques difficultés. Alors on a des difficultés qui sont qu'on retrouve sur plusieurs départements, mais on a des difficultés qui sont aussi très spécifiques. Et en fait, à terme, on souhaite dans ces réunions justement proposer à d'autres acteurs du parcours, donc dont évidemment l'oncologie, de pouvoir voilà, évoquer des problèmes qu'il y a eu sur des prises en charge, sur un parcours, et pouvoir en discuter directement avec les acteurs de soins palliatifs, le but étant de trouver des solutions et de pouvoir éventuellement améliorer les choses. Donc chaque département, on a 2 membres du conseil d'administration qui permet voilà, de faire le lien entre le département et la région. Sur le volet coopération, je pense que nous sommes tous et toutes convaincus que se réunir autour de l'intérêt du malade pour travailler, c'est essentiel. Vous faites ça tous les jours dans les structures dans lesquelles vous travaillez. L'idée, ça serait d'essayer de protocoliser, d'avoir des échelles de lecture en commun qui puissent peut-être nous évoquer à peu près les mêmes stratégies thérapeutiques. Et pour ce faire, nous avons renforcé les liens avec les oncologues, on a renforcé les liens avec les réanimateurs, avec les médecins de dialyse. Et l'objectif qu'on aura dans les années qui viennent, c'est de mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaires, onco-palliatives, afin que ce soit les paramédicaux qui connaissent très bien les malades, les psychologues qui les suivent, les assistants sociaux qui connaissent les problématiques de domicile, de couple, financières ou que sais-je, les infirmières et les médecins de soins palliatifs puissent se réunir autour de la même situation et faire une lecture qui soit un peu plus englobante, un peu plus large, quelque chose qui ne se limite pas à quelle ligne de chimiothérapie va être proposée ou quelle chirurgie, mais vraiment quelque chose qui ait un sens pour le malade. Et de plus en plus fréquemment, nous nous posons la question du que pense le malade de ce qui lui arrive, comment il voit les choses. Et son aidant, son conjoint, ses enfants. Et je pense que ça va nous permettre d'humaniser davantage cette médecine qui peut être considérée comme étant un peu trop morcelante. En tout cas, on a repéré chez nos patients la volonté de rester sujet, de pouvoir déposer ce qu'ils ont envie de déposer, de taire ce qu'ils ont envie de taire, d'y revenir un peu plus tard. Il y a une temporalité
Dans la maladie cancéreuse, qui n'est pas du tout la même que dans d'autres maladies, et je pense que c'est une spécificité qu'il faille entendre. Il y a une temporalité à la fois dans la guérison, il y a le temps et le sens des choses qui changent après la guérison. Moi, quand j'étais jeune médecin, je peux vous confier que j'étais convaincue qu'une guérison, c'était une restitution ad integrum. Et l'âge faisant, m'a permis, et surtout les rencontres avec les patients, m'ont permis de voir que non, on ne revient pas tout à fait le même qu'on a été avant d'avoir été malade. Même dans votre éprouvé, si vous avez eu un jour un souci de santé, vous allez voir que ça ébranle complètement les schémas, les valeurs, la façon de vivre au quotidien. On n'est pas sans trace, on ne revient pas tel un robot dans l'état initial d'avant la maladie, et le soin palliatif encore plus. Nous essayons aussi de favoriser la diffusion et l'intégration précoce des soins palliatifs. Et aujourd'hui, il y a au travail, au sein de la Corpalif, la possibilité de discuter avec plusieurs unités de soins palliatifs le fait d'accueillir des malades oncologiques de manière précoce, quand ils sont vraiment très atteints, très symptomatiques, pas du tout bien soulagés, en attendant la prochaine chimiothérapie. C'est ce qu'on appelait autrefois l'intercure, qui était rythmée toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Là, on va laisser le temps qu'il faut aux malades pour qu'ils recouvrent un état correct. Sachez que dans les unités de soins palliatifs franciliennes, il y a entre 17 et 20% des malades qui sortent vivants. Si j'avais fait un sondage à main levée dans la salle, je pense que vous auriez pu me dire une unité de soins palliatifs, c'est un endroit où on y rentre pour mourir et très vite. Voilà, un malade sur 5 qui sort vivant, ça signifie soit qu'il retourne à domicile, soit qu'il retourne dans le service oncologie, soit qu'il sort à la maison avec un réseau, avec une HAD. Et c'est très intéressant de voir ces malades qui reviennent à plusieurs reprises dans la même unité de soins palliatifs, à quel point ils sont effondrés, voire crispés la première fois, et ensuite ils reviennent en disant mais pourquoi je vous ai pas connu plus tôt, je me faisais des idées, j'étais dans des représentations. C'est ça, c'est faire évoluer les représentations autour de ces problématiques. Proposer des projets concrets, on peut simplement évoquer le rapport d'activité pour les équipes mobiles, les groupes de travail sur la démographie médicale et infirmière, parce que aujourd'hui il y a plusieurs services qui ont des lits fermés parce qu'on n'a plus suffisamment d'infirmières et pas assez de médecins. Et donc, il y a un réel problème sur la démographie infirmière et médicale. Et la crise du Covid a fait que beaucoup d'entre nous se sont découragés et puis ils sont partis dans une autre direction. Voilà, vous l'aurez compris, on invite les 3C à nous solliciter. N'hésitez pas, on laisse bien évidemment nos coordonnées. On est très disponible avec ma collègue Lindsay Love. On aime beaucoup se déplacer, on est très curieuse. Et bien sûr, on pourrait aussi vous mettre en contact avec des professionnels de votre territoire si vous rencontrez une problématique ou si vous avez tout simplement besoin d'informations supplémentaires. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voulais juste répondre par rapport à ce que vous disiez sur les listes. Mais en fait, vous avez les deux, parce que nous, on a eu 4 listes de notre service qui ont ouvert. Du coup, on a pris une infirmière et moi pour faire le DU de soins palliatifs. Et il n'y a pas eu plus de formation pour les autres infirmières. Elles sont censées avoir une infirmière, une aide-soignante dédiée. On les a pas eu non plus. Donc, et même pour, comme vous dites, pour mettre les patients, c'est compliqué parce que on pensait mettre tout au fond et pouvoir faire d'une autre couleur pour dire, voilà, ça c'est 4 litres, vraiment les litres soins palliatifs. En fait, c'est pas possible, c'est en fonction de, quand arrivent les patients, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps 4 patients en soins palliatifs, des fois on en a plus dans le service. En fait, c'est vrai que c'est quand même très, je sais pas si c'est optimal les listes dans les services d'oncologie. Ça ne vient qu'alimenter un peu les doutes que j'avais mis au tout début. Les listes, c'est très variable d'une institution à l'autre. Il y a des lits identifiés qui sont tous poolés, identifiés dans un même service.
Au sein du même hôpital, il y en a quelques-uns qui sont complètement éclatés. Il y a eu des initiatives qui tendaient à dire que comme il faut quand même un surplus de 0,3 ETP, c'était plutôt logique de les regrouper dans un service. Ça permettait d'embaucher un ETP au moins d'infirmières, que ce soit clair qu'elles soient un renfort sur ces situations-là. Ça n'a pas pu se mettre en place de cette manière partout. Et finalement, chacun a fait un peu à sa façon. C'est pour ça que je vous dis, y compris moi qui suis médecin de soins palliatifs et qui intervient dans des établissements qui ont des lits identifiés de soins palliatifs parfois, je n'ai pas la certitude et je ne rencontre pas un malade à un moment donné qui est couché sur un lit identifié et je ne sais pas repérer l'infirmière qui est censée être en plus parce que tout bonnement elle n'existe pas. J'interviens aussi dans des établissements qui n'ont pas de lit identifié de soins palliatifs et où vraiment il y a un travail et une croyance chevillée au corps de la qualité du boulot bien fait. Et on voit que même s'ils n'ont pas de lit identifié de soins palliatifs, ils font vraiment un travail de contrôle des symptômes, d'information avec beaucoup d'humanité et un accompagnement jusqu'au bout de la vie. Parce que tous les malades ne décèdent pas dans une unité de soins palliatifs. Il y a encore des malades qui souhaitent finir leur vie à domicile et chaque fois que possible, les oncologues, ils essayent de mettre en place et de se donner les moyens de faire ceci. Et il y a encore beaucoup de malades qui décèdent dans des unités soit d'oncologie, soit de médecine, soit d'hémato. Probablement que ça doit être un peu pareil en pédiatrie parce que je ne sais pas si vous voyez beaucoup de décès qui se passent à domicile ou qui repartent dans les services de pédiatrie, Loïc. Alors en fait, il y a trois grandes situations qu'on peut observer en pédiatrie. Ça dépend un peu des familles. Donc, ça, c'est vrai que là-dessus, on a quand même des moyens qui sont un peu supplémentaires à l'adulte. Hein, c'est un état de fait et heureusement. Donc du coup, c'est vrai que c'est surtout à la demande des familles. Donc on a quand il y a une demande de décès à domicile, c'est vrai que c'est quasiment systématiquement avec une HAD. Et donc là, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un bon soutien à la maison. Autrement, il y a certaines familles qui préfèrent que le décès se passe sur l'hôpital de proximité. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supports de palipèdes dans ces situations-là parce que c'est des structures qui ont moins l'habitude de gérer, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Et ce qui se passe, je crois, dans les chiffres de mémoire, une fois sur deux, c'est quand même dans le centre de référence qu'a lieu le décès. Voilà, donc on a vraiment un peu tous les cas de figure et on s'adapte essentiellement, quand c'est possible, bien évidemment, à la volonté des familles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je profite pour vous dire une chose. Enfin, vous m'avez vraiment très marqué par cette intervention. Pour moi, vous résumez que le soin est un humanisme. Merci. Je vous en prie. Pour ne pas rester quand même sur une note un peu plombante, parce que c'est un peu une assignation au métier qu'on exerce, sachez qu'il y a beaucoup de projets de vie, tout court, qui se passent dans les structures de soins palliatifs. Donc il n'y a pas que des forces morbides qui se mettent en jeu et qui se mettent en place. Nous avons des mariages, nous avons des baptêmes, nous avons des départs à Deauville, il y a des baptêmes en montgolfière, il y a des retours au pays, en fait, nous sommes quand même très animés par des questions qui sont vraiment principalement de vie. Merci.